Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès des biens mal acquis mettant en cause le vice-président de la Guinée équatoriale se poursuit jusqu'au 6 juillet en France. La défense dénonce un procès politique orchestré par les opposants au régime du président Teodoro Obiang Nguema Basogo. L'Ouganda envisage de durcir sa loi sur le microcrédit. Les entrepreneurs se tournent désormais vers une nouvelle solution qui est le SACCO, c'est-à-dire les coopératives d'épargne et de crédit. Les détails dans cette édition. La Banque africaine de développement veut générer 25 millions d'emplois à l'horizon 2025 grâce à sa nouvelle stratégie dénommée Emploi pour les jeunes en Afrique, un projet qui pourrait impacter près de 50 millions de jeunes. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, la justice a décidé de rouvrir le 26 juin un dossier concernant la mort d'un militant anti-apartheid. Un soir d'octobre 1971, la police avait affirmé qu'Ahmed Timol, un jeune instituteur d'origine indienne, s'était jeté par la fenêtre du 10e étage d'un commissariat de Johannesburg alors qu'il se trouvait en détention. Une version que la famille du défunt n'a jamais acceptée. Elle a donc réussi à obtenir la réouverture de l'enquête 46 ans après les faits avec l'aide de la Fondation pour les droits de l'homme. Le procès des biens mal acquis se poursuit en France. Celui-ci met en cause le vice-président de la Guinée équatoriale. Les audiences du 26 juin étaient consacrées aux auditions des témoins. Le seul témoin appelé à la barre par la défense a réussi à troubler ce procès qualifié de politique par la défense. C'est un sujet de Mariama Dramé et Corinne Camdem. La 4e audience du procès des biens mal acquis dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Nguema, est incriminé, s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins, dont 6 pour les parties civiles, un collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la CORED. C'est un procès historique. Comme je l'ai toujours dit, c'est un procès qui a fait que pour la première fois, une membre de la famille Obiang puisse être jugée. Depuis que la Guinée équatoriale est sous la dictature familiale du clan Obiang. Donc le peuple équatorien attend beaucoup de ces procès. Donc vous savez que le procès des biens mal acquis, ça ne concerne pas simplement la Guinée équatoriale, ça concerne aussi d'autres États d'Afrique centrale. Donc je crois que toutes les populations d'Afrique centrale où il y a eu des biens mal acquis espèrent aussi les résultats de ces procès. La défense, quant à elle, n'a cité qu'un témoin, Simon Mann, ex-officier britannique de nationalité sud-africaine, âgé de 65 ans, qui a été condamné en 2008 à Malabo à 32 ans de prison pour une tentative de coup d'État manqué en 2004 contre le régime du président Teodoro Obiang Nguema. Le chef de l'État équato-guinéen l'a par la suite gracié en 2009. Au cours du procès, le discours du témoin était en étroite ligne avec la stratégie de la défense visant à présenter ce procès comme une tentative de déstabiliser le régime du président Teodoro Obiang Nguema. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Et quant au principal concerné, le vice-président de la Guinée équatoriale, il dénonce un complot des Occidentaux. Selon Teodoro Nguema Obiang Nguema, ce procès a pour seul but de nuire à l'image de la Guinée équatoriale. Il estime d'ailleurs que le dossier est vide. Ce sont des accusations fausses, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord. Pas les Occidentaux, pas ces Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Et moi,
je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Par ailleurs, le témoignage de Simon Mann a révélé qu'en 2011, il avait averti le président équato-guinéen que ses anciens commanditaires, l'opposant Severo Moto et l'homme d'affaires Eli Khalil, préparaient une nouvelle tentative de coup d'État avec le milliardaire américain George Soros et William Bourdon, qui présida alors l'organisation de défense des droits de l'homme Sherpa et est aujourd'hui un des avocats de Transparency International dans cette affaire des biens mal acquis. Également dans l'actualité en Ouganda, les autorités prévoient de mettre en place une loi plus stricte pour le service de microcrédit. Les entrepreneurs, notamment les femmes, font donc le choix de se tourner vers les SACO, qui sont des coopératives d'épargne et de crédit dans lesquelles les membres acceptent de mettre leur argent ensemble pour offrir des prêts à d'autres membres à des taux d'intérêt raisonnables et plus avantageux. Une solution qui profite du développement de l'innovation technologique. Écoutons à ce propos le professeur Fred Moumouza. Nous sommes confrontés à un défi, celui d'intégrer la technologie dans un sens positif. Il faut qu'elle profite à tout le monde. Désormais, la technologie est plus accessible. Les téléphones intelligents sont partout, les applications aussi. La sécurisation est également importante car une entreprise qui ne peut pas embaucher un consultant en nouvelles technologies peut se faire voler ses données. Ils doivent apprendre les bonnes pratiques pour bénéficier des avantages de la technologie, de sorte que la technologie devienne facteur d'intégration. Créer 25 millions d'emplois sur le continent africain d'ici 2025, c'est l'ambition de la Banque africaine de développement. Pour ce faire, l'institution bancaire a mis en place une nouvelle stratégie dénommée Emploi pour les jeunes en Afrique, avec en ligne de mire les secteurs clés comme l'intégration, l'innovation et l'investissement. Idlet Merbel-Bissou. La Banque africaine de développement BAD veut générer 25 millions d'emplois à l'horizon 2025. Pour ce faire, l'institution bancaire prévoit de mettre en œuvre une stratégie qui vise à impacter près de 50 millions de jeunes. Dénommée Emploi pour les jeunes en Afrique, la nouvelle stratégie de l'institution bancaire panafricaine portera entre autres sur des secteurs stratégiques clés comme l'intégration des connaissances et l'innovation dans plusieurs domaines. Le secteur de l'agriculture a été toujours le parent pauvre des crédits, parce que les crédits accordés aujourd'hui à l'agriculture sont à peine de 2% pour toute l'Afrique. Et c'est alors que vous avez 60% des populations africaines qui sont dans le secteur rural. Donc c'est vraiment une contradiction. La Banque africaine de développement, pour atteindre ses objectifs de lutte contre le chômage, prévoit également de lancer des programmes dans les secteurs agricoles, industriels et celui des TIC. À noter qu'un laboratoire d'innovation destiné à développer des solutions pour accélérer la création d'emplois sur le continent sera mis à la portée de la jeunesse, car sur le continent, 60% des chômeurs sont des jeunes. Nous intégrons les composantes de l'emploi des jeunes dans l'entrepreneuriat dans de nouveaux projets de la banque et travaillons en étroite collaboration avec les pays membres pour élaborer des politiques qui favorisent des emplois décents pour les jeunes. La Banque africaine de développement est en train de mettre en œuvre un indice de l'emploi des jeunes. L'entreprise financière a mis en place depuis quelques années plusieurs programmes, initié des rencontres et créé des projets comme le Forum des jeunes agripreneurs africains qui permet de doter les jeunes des compétences nécessaires pour leur autonomie professionnelle dans le monde du travail. Au Tchad, le secteur de la bancarisation numérique est en plein essor malgré le marasme économique dans lequel est enlisé le pays. Avec un taux de bancarisation estimé à 5%, les acteurs du secteur entrevoient une large marge de progression grâce à l'innovation technologique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Avec près de 900 000 abonnés et plus de 12 milliards de francs CFA de transactions faites en ligne ces 2 dernières années, le secteur de la monnaie numérique se porte plutôt bien au Tchad. Avec l'entrée sur le marché des cartes bancaires magnétiques, les achats en ligne pourront augmenter de 6% d'ici la fin de l'année 2017. Selon certains experts, ce boom s'explique par l'insécurité aux frontières qui ne facilite pas le transport d'argent liquide par les commerçants tchadiens à destination du Cameroun ou du Nigeria. Voyager avec de l'argent, c'est source d'insécurité, aussi bien à l'étranger que même au Tchad, parce qu'il y a des phénomènes d'insécurité sur la route
pour quitter N'Djamena, aller à Béché ou bien au-delà de Béché. Il y a des phénomènes de sécurité qu'il faut mitiger les risques en utilisant les moyens électroniques pour pouvoir sécuriser les fonds, que ce soit pour les commerçants ou bien pour la population ordinaire. Pour profiter de ce marché en plein essor au Tchad, les banques n'hésitent pas à adapter leurs produits en fonction des besoins des utilisateurs de la monnaie numérique. C'est le cas de United Bank of Africa qui a déployé des cartes magnétiques pour soutenir les transactions électroniques de ses clients. 3 dernières années passées, peu de Tchadiens connaissent ce qu'on appelle le Mastercard. On voyait tantôt les Occidentaux venir essayer, présenter et je me rappelle bien qu'on les oriente plus vers le Cameroun, ainsi de suite. Aujourd'hui, UBA Tchad a bien voulu qu'il y ait Mastercard au Tchad pour que, plus que jamais, les activités des Tchadiens passant par les moyens de paiement électronique puissent avancer. Selon certains experts, dans un pays enclavé comme le Tchad, la monnaie numérique devient une alternative plus sûre et plus fiable pour les commerçants importateurs de marchandises à partir des pays voisins comme le Cameroun, le Nigeria ou encore le Soudan, des pays en proie à des crises sécuritaires ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.